Si tu lis ces mots, peut-être que ce monde n'est pas réel. Pas au sens où il n'existerait pas. Au sens où il pourrait être autre chose qu'on ne croit. Une exécution. Un calcul qui tourne sur un substrat dont on n'a aucune idée. Un programme, dans un ordinateur, dans un univers parent dont nous ne savons rien. Cette idée n'est pas une plaisanterie de cinéma. Elle a un nom dans la littérature philosophique, l'hypothèse de la simulation, et elle est défendue, sous une forme rigoureuse, depuis 2003, par un philosophe d'Oxford nommé Nick Bostrom. Le philosophe David Chalmers, en 2022, dans un livre récent, défend que même si nous sommes dans une simulation, ce monde reste réel. Il faut juste réviser ce que veut dire le mot réel. Et plusieurs physiciens, parmi les plus respectés de leur génération, considèrent que la question, posée correctement, mérite d'être prise au sérieux. Pourquoi est-ce qu'une idée qui ressemble, au premier abord, à un fantasme adolescent, occupe aujourd'hui des physiciens, des cosmologistes, des théoriciens de l'information? Parce que la physique moderne, au fil de ses propres découvertes, a fait apparaître quelque chose d'étrange. La nature, à son niveau le plus fondamental, semble s'écrire en information plus qu'en matière. L'espace lui-même paraît avoir une granularité minimale. Les lois physiques ressemblent de plus en plus à des règles de calcul. Et certaines équations, la mécanique quantique surtout, laissent ouverte la possibilité que le réel ne soit pas ce que nos sens en croient. Cette question voyage dans le temps. Elle remonte à plus de 24 siècles, à un homme assis sur une pierre près d'Athènes, qui demandait à ses élèves de s'imaginer dans une caverne. Et qui, sans le savoir, posait pour la première fois la question qui résonne aujourd'hui dans les laboratoires du Massachusetts, de Munich et d'Oxford. Et si ce que tu prends pour le réel n'était que l'ombre de quelque chose d'autre? Voici 10 chapitres pour suivre cette idée, de la philosophie antique aux tests expérimentaux les plus récents. Pas pour te convaincre que nous vivons dans une simulation, ni pour te rassurer que nous ne le faisons pas. Pour te montrer que la question, posée sérieusement, est bien plus profonde qu'elle n'en a l'air. Athènes, vers 380 avant notre ère. Platon, élève de Socrate, écrit son grand dialogue, La République. Au 7e livre, par la voix de son maître, il propose une image dont aucun philosophe occidental ne se remettra vraiment. Imagine, dit-il, des prisonniers enchaînés depuis l'enfance dans une caverne. Ils sont attachés de telle manière qu'ils ne voient que la paroi du fond. Derrière eux, un feu brûle. Entre eux et le feu, des porteurs passent, portant des objets, des statuettes, des animaux en bois, des outils. Sur la paroi, les prisonniers voient les ombres projetées de ces objets. Ils n'ont jamais vu autre chose. Pour eux, les ombres sont la réalité. Quand quelqu'un porte une statuette de cheval qui projette son ombre sur le mur, ils disent « Voilà un cheval ». Ils nomment les ombres. Ils élaborent une science des ombres. Ils prédisent la suivante en fonction des précédentes. Toute leur connaissance du monde est une connaissance d'ombre. Maintenant, imagine que l'un d'eux soit libéré. Qu'il se retourne. Qu'il voit, pour la première fois, le feu, les porteurs, les vrais objets. Ses yeux brûlent. Il ne comprend rien. Pendant longtemps, il préférerait retourner regarder les ombres, ce qu'il connaît, ce qui ne lui fait pas mal. Puis, lentement, il s'habitue. Il comprend que les ombres étaient des projections, que la réalité a une couche supplémentaire. Et si, ensuite, il sortait de la caverne et voyait le soleil? Alors, dit Platon, il comprendrait que même le feu, dans la caverne, n'était qu'une copie atténuée d'une lumière plus vraie. Le mythe de la caverne, c'est la première grande hypothèse de simulation. Pas dans des termes techniques, bien sûr, mais dans sa structure profonde, l'idée est exactement la même. La réalité immédiate, celle que nous percevons, est une projection, une représentation. Quelque chose d'autre, plus fondamental, lui donne sa forme. Et nous, prisonniers de nos sens, prenons l'ombre pour la chose. Pour Platon, les vraies réalités sont les idées, des entités intelligibles, mathématiques, éternelles, dont les choses sensibles ne sont que des reflets imparfaits. Ce platonisme va dominer la philosophie pendant 2000 ans. Il va ressurgir, sous une forme nouvelle, chez les mathématiciens du XXe siècle qui croient que les nombres existent indépendamment de nous, dans une sphère propre, et que nous les découvrons plutôt que nous les inventons.
Il va faire écho, beaucoup plus tard, dans l'idée que les lois physiques sont des structures mathématiques que la nature exécute, plutôt que des descriptions humaines. Platon ne savait évidemment rien de l'informatique. Il ne pouvait pas formuler son hypothèse en termes de calcul. Mais ce qu'il avait posé, c'est le squelette de toute pensée future sur la simulation. Le réel sensible n'est pas tout ce qu'il y a. Il est porté, soutenu, généré, par autre chose. Et cette autre chose, par construction, nous échappe, sauf à ce qu'on ait la chance, ou le courage, de se retourner. Avance 20 siècles. René Descartes, philosophe, mathématicien, gentilhomme français en exil aux Pays-Bas, écrit ce qui deviendra ses Méditations métaphysiques, publiées en 1641. Au début du livre, dans la première méditation, il se livre à un exercice radical. Il décide de douter, méthodiquement, de tout ce qu'il croit savoir. Pas pour atteindre le scepticisme, mais pour atteindre, par soustraction, ce qui résisterait à tout doute imaginable. D'abord, Descartes observe que ses sens le trompent parfois. Quand on a la fièvre, le monde a une autre couleur. Quand on rêve, on est convaincu de l'existence des choses qu'on voit. Donc tout ce qui vient des sens est suspect. Mais on pourrait croire que les vérités générales, qu'il y a une terre, un ciel, des corps étendus, survivent à ce premier doute. Descartes va plus loin. Il imagine un démon. Pas un diable de tradition chrétienne, mais une figure rhétorique. Un être très puissant, très rusé, dont la fonction unique serait de tromper Descartes. Ce démon pourrait avoir disposé toutes choses, y compris le monde extérieur, y compris les autres êtres humains, y compris le corps de Descartes lui-même, comme une illusion soigneusement orchestrée. Tout ce que Descartes croit voir, toucher, entendre, ne serait qu'une production du démon. Un théâtre dressé pour lui seul, et qu'il ne peut, par construction, percer. Sous ce doute extrême, c'est l'argument fameux de Descartes, qu'est-ce qui résiste? Une seule chose. Le fait même de penser. Si je suis en train de douter, alors je pense. Si je pense, alors je suis. Cogito, ergo sum. Je pense, donc je suis. Le cogito est l'ancêtre direct de toutes les hypothèses modernes de simulation. Sa structure est exactement la même. On peut concevoir, sans contradiction, un agent extérieur capable de générer toute notre expérience. Aucune perception, aucune mémoire, aucun raisonnement à propos du monde n'est à l'abri de ce scénario. Seul reste, comme un point fixe minuscule, le fait de la conscience elle-même. L'hypothèse cartésienne est plus modeste, en un sens, que la caverne de Platon. Elle ne propose pas une autre réalité plus vraie. Elle propose seulement la possibilité que ce que nous prenons pour la réalité soit, depuis le début, fabriqué. Mais c'est un pas gigantesque. C'est la première fois qu'un penseur occidental met en mots, avec cette netteté, l'hypothèse que le monde sensible pourrait être, dans son entier, un artefact. Descartes lui-même se sortira du doute par d'autres moyens, un raisonnement sur Dieu qui ne convaincra plus grand monde après le XVIIIe siècle. Mais l'hypothèse du démon, elle, va survivre. Elle va devenir, sous différentes formes, la trame de fond de la philosophie de l'esprit. Et 3 siècles plus tard, elle va trouver une formulation qui semblera beaucoup plus pertinente à l'époque des ordinateurs. Princeton, année 1980. Hilary Putnam, philosophe américain, l'un des plus influents de son temps, propose une variante moderne du démon de Descartes. Imagine, écrit-il, qu'un savant fou ait extrait ton cerveau de ton corps, qu'il l'ait placé dans une cuve remplie d'un liquide nutritif, et qu'il est connecté à un ordinateur extrêmement puissant, qui lui envoie, via les nerfs sensoriels coupés, exactement les signaux électriques qu'aurait reçus ton cerveau s'il était dans un corps normal en train de vivre une journée banale. Du point de vue subjectif, tu n'aurais aucun moyen de t'en rendre compte. Tu vois ces lignes, mais c'est l'ordinateur qui les fabrique pour ton cerveau. Tu sens le poids de ton corps sur ta chaise, mais c'est l'ordinateur. Tu te souviens d'avoir mangé tout à l'heure, mais c'est l'ordinateur. Tout, absolument tout, peut être généré par l'ordinateur. Et toi, dans ta cuve, tu serais convaincu de mener une vie ordinaire. L'expérience de pensée du cerveau dans la cuve, popularisée par Putnam dans son livre Horizon,
True History de 1981, met à jour le démon cartésien. Le démon devient un ingénieur. La tromperie devient un dispositif technique. Le doute devient une question de niveau de simulation atteignable par la science. Putnam, lui-même, ne croyait pas que nous étions dans une cuve. Il proposait l'expérience comme un argument philosophique sur la signification. Selon lui, si nous étions vraiment dans une cuve, le mot cuve, dans notre vocabulaire, ne désignerait pas la cuve réelle, mais l'image de cuve produite par l'ordinateur. Donc affirmer que nous sommes dans une cuve serait, dans notre langage, faux par construction. Cet argument est subtil, et nous n'allons pas y rentrer plus avant. Ce qui compte, c'est que l'image, du cerveau, de la cuve, de l'ordinateur, entre dans la culture. 20 ans plus tard, en 1999, le film Matrix porte cette image au grand écran. Des millions de gens découvrent visuellement, à travers les yeux du personnage de Neo, l'idée d'une réalité simulée par une machine. Le film mélange l'allégorie de la caverne, le démon de Descartes, et le cerveau dans la cuve de Putnam. Ce n'est pas un hasard. Les réalisateurs connaissaient leur classique. Mais entre Putnam et Matrix, en cette même fin de siècle, quelque chose d'autre est arrivé. Internet explose. Les jeux vidéo en réseau ont connu leur premier succès. Les ordinateurs sont passés du laboratoire au foyer. Pour la génération qui grandit dans les années 90, simuler un monde n'est plus une fantaisie philosophique. C'est ce que font les ordinateurs, tous les jours, dans des jeux qui deviennent de plus en plus réalistes. La question, pourrions-nous être dans une simulation, cesse d'être abstraite. C'est dans ce climat qu'un jeune philosophe, à l'université d'Oxford, va publier en 2003 un article qui transformera complètement le débat. Pas un essai littéraire. Pas une expérience de pensée. Un argument formel. Nick Bostrom est suédois, né en 1973, philosophe formé à Oxford. En 2003, il a une trentaine d'années et il dirige le Future of Humanity Institute, un centre de recherche dédié aux risques à long terme pour l'humanité. Il s'intéresse aux probabilités, aux statistiques, au raisonnement anthropique, c'est-à-dire à la question de savoir ce qu'on peut inférer du fait même que nous existons en tant qu'observateurs. En 2003, dans la revue philosophicale Quarterly, Bostrom publie un article au titre direct « Are you living in a computer simulation ?» Vivez-vous dans une simulation informatique? Le contenu n'est pas une spéculation poétique. C'est un argument logique. Bostrom propose ce qu'il appelle un trilemme. Il affirme qu'au moins l'une des trois propositions suivantes doit être vraie. La première. L'humanité s'éteindra avant d'atteindre un niveau technologique permettant de simuler des esprits conscients. La deuxième. Les civilisations qui atteignent ce niveau choisissent, pour des raisons éthiques ou autres, de ne pas faire tourner ce genre de simulation. La troisième. Nous vivons presque certainement dans une simulation. L'argument est ingénieux. Bostrom note que si une civilisation devient assez avancée pour simuler des esprits conscients, et qu'elle décide de le faire, elle pourra en simuler beaucoup. Très beaucoup. Des trillions. Pour chaque univers réel produisant des observateurs comme nous, il y aurait des trillions d'univers simulés produisant des observateurs apparemment comme nous. Si nous regardons un échantillon aléatoire d'observateurs, la grande majorité serait, statistiquement, des entités simulées. Donc, raisonne Bostrom, soit on s'éteint avant d'atteindre cette technologie, soit on l'atteint mais on choisit de ne pas l'utiliser, soit, par calcul de probabilité, nous sommes presque sûrement dans une simulation. Cet argument a fait beaucoup de bruit. Pas seulement chez les philosophes, chez les physiciens, chez les ingénieurs en intelligence artificielle, chez les futurologues. Il a été cité, débattu, attaqué. Il figure aujourd'hui dans les manuels d'introduction à la philosophie. Il est l'une des rares contributions philosophiques contemporaines à avoir percé dans la culture publique. Bostrom lui-même ne tranche pas le trilemme. Il dit, en substance, qu'il y a trois branches, et que nous ne savons pas laquelle est correcte. Une analyse rigoureuse ne nous permet pas, aujourd'hui, de privilégier l'une sur les autres. Mais le simple fait que la troisième branche, l'hypothèse de la simulation, ne puisse pas être écartée comme absurde, change la donne. Ce n'est plus une expérience de pensée. C'est une option à prendre au sérieux dans nos modèles du monde. Reprenons les trois branches, lentement. Première branche.
L'humanité, ou toute civilisation comparable, s'éteint avant d'atteindre la maturité technologique requise pour simuler des esprits conscients. Ce n'est pas absurde. La maturité technologique en question implique de pouvoir simuler, en détail, les processus computationnels qui sous-tendent un cerveau humain. Soit, selon les estimations, un calcul d'une puissance considérable, multiplié par autant de cerveaux qu'on veut simuler. Une telle puissance de calcul est extrême. Si l'humanité disparaît, par guerre nucléaire, par catastrophe écologique, par effondrement démographique, ou pour des raisons que nous ne pouvons pas prédire, avant d'atteindre ce niveau, alors la première branche est vraie. Deuxième branche. Les civilisations qui atteignent ce niveau de maturité choisissent, pour une raison ou une autre, de ne pas faire tourner ces simulations. Plusieurs raisons sont concevables. Une raison éthique. Créer des esprits conscients juste pour les étudier soulève des questions morales. Une raison de coût. Même avec une technologie avancée, les ressources énergétiques pourraient ne pas le permettre à grande échelle. Une raison d'intérêt. Peut-être que les civilisations matures s'occupent à d'autres choses, et la simulation d'ancêtres ne les intéresse pas. Si toutes les civilisations matures s'abstiennent, alors il n'y aurait pas de simulation en circulation, et la deuxième branche serait vraie. Troisième branche. Si les deux premières sont fausses, si l'humanité ou ses semblables atteignent la maturité, et qu'elles font tourner ces simulations, alors le rapport entre observateurs simulés et observateurs réels est massif. Selon les estimations, les simulations pourraient être lancées par milliards. Chaque simulation pourrait contenir des milliards d'esprits. Le ratio simulé sur réel deviendrait écrasant. Et un raisonnement statistique, celui que Bostrom appelle le principe d'indifférence sur les observateurs, conduirait à conclure qu'un observateur typique, un observateur tiré au hasard parmi tous les observateurs ayant l'expérience d'être un humain de notre type, serait presque certainement un observateur simulé. Le trilemme a été critiqué de nombreuses manières. Certains philosophes contestent le principe d'indifférence. D'autres notent que le calcul des probabilités présuppose des choses que nous ignorons, la distribution des civilisations, leur motivation, leurs ressources. D'autres encore objectent que la simulation d'esprits conscients pourrait être impossible pour des raisons que nous ne soupçonnons pas. Bostrom répond, généralement, que ces objections affaiblissent le trilemme mais ne le renversent pas. La conclusion forte, nous sommes presque certainement dans une simulation, peut-être affaiblie. La conclusion faible, au moins une des trois branches est vraie, donc l'hypothèse de la simulation ne peut pas être écartée d'emblée, reste robuste. Et c'est là que la physique entre en jeu. Massachusetts Institute of Technology, année 2000. Max Tegmark, physicien suédois-américain, professeur de cosmologie au MIT, propose dans une série d'articles puis dans un livre Our Mathematical Universe, paru en 2014, une thèse extrême. L'univers, dit-il, n'est pas seulement décrit par les mathématiques. L'univers est une structure mathématique. Il n'a pas d'autre nature. Tout ce qui est physique, en dernière analyse, est mathématique. Pour Tegmark, ce qui distingue, dans l'univers, une particule réelle d'une particule purement abstraite, c'est seulement notre situation à l'intérieur de la structure. Nous percevons certaines parties de la structure mathématique comme physique parce que nous en faisons partie. Mais la structure elle-même est complète sans nous. Cette thèse, qui peut sembler vertigineuse, n'est pas isolée dans l'histoire de la pensée. Pythagore, 26 siècles plus tôt, voyait déjà les nombres comme la trame de tout. Galilée affirmait au XVIIe siècle que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. Eugène Wigné, physicien hongrois, écrivait en 1960 un article célèbre sur ce qu'il appelait l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences physiques. Mais Tegmark va plus loin. Il dit que les mathématiques ne sont pas seulement le langage de la physique. Elles sont la matière de la physique. L'univers est une structure relationnelle pure, sans support extérieur, sans substance qui aurait des propriétés mathématiques en plus de soi. La structure mathématique elle-même est l'univers. Le lien avec l'hypothèse de la simulation devient évident. Si l'univers est par sa nature même une structure mathématique, alors le simulé, c'est le réaliser. Une simulation parfaite d'une structure mathématique est cette structure. La distinction entre original et copie disparaît. Ou plutôt, il n'y a plus d'original séparable de la copie.
Toute exécution de la structure est à parts égales l'univers en question. Cette idée a des conséquences étranges. Elle implique, entre autres, que toutes les structures mathématiques cohérentes existent, au même titre les unes que les autres. Tegmark défend cette implication, qu'il appelle l'hypothèse de l'univers mathématique. Pour lui, il y a un univers mathématique infini, dont notre univers physique est une région particulière, choisie par les conditions qui rendent possible des observateurs comme nous. Tous les physiciens ne sont pas d'accord. Beaucoup considèrent la thèse de Tegmark comme intéressante mais difficile à tester, donc, dans un sens technique, métaphysique plus que physique. Mais l'idée a infusé. Elle prépare le terrain pour penser la simulation différemment. Si le monde est de l'information mathématique exécutée, qu'importe le substrat, le calcul est ce qui est. La physique elle-même, depuis quelques décennies, a fait surgir des éléments qui résonnent étrangement avec l'idée de simulation. Pas d'épreuves. Des coïncidences troublantes. Premier indice. Le principe holographique. Est formulé en 1993 par le physicien néerlandais Gerard Duu, étendu en 1995 par l'américain Leonard Susskind, ce principe suggère que toute l'information contenue dans une région tridimensionnelle de l'espace peut être encodée sur sa frontière bidimensionnelle. Comme un hologramme. Cette idée, étonnante, vient de calculs sur la thermodynamique des trous noirs. Quand un objet tombe dans un trou noir, son information ne disparaît pas, elle se retrouve, selon ce principe, écrite sur l'horizon des événements, qui est une surface, pas un volume. Si le principe holographique est universel, et certaines formulations de la théorie des cordes le suggèrent, alors notre espace tridimensionnel pourrait, fondamentalement, être une projection à partir d'une couche d'informations plus basique. Exactement la structure d'une simulation graphique. Deuxième indice. La granularité de l'espace-temps. Les théories quantiques de la gravité, gravité quantique à boucle, théorie des cordes, et autres, suggèrent que l'espace n'est pas continu à l'infini. Il y aurait une échelle minimale en dessous de laquelle parler de distance n'a plus de sens. Cette échelle, dite échelle de Planck, vaut environ 1/1000 de milliardième de mètre. À ce niveau, la nature pourra avoir une structure pixelisée. Une grille discrète. Comme les pixels d'un écran. Aucune preuve directe, à ce jour, n'a confirmé cette pixelisation. Mais l'idée est sérieuse. Troisième indice. La limite de Bekenstein. Énoncée en 1981 par le physicien Jacob Bekenstein, cette limite affirme qu'une région de l'espace ne peut contenir qu'une quantité finie d'informations. Cette quantité dépend de la masse-énergie de la région et de sa taille. L'information, dans cette image, n'est pas un concept abstrait. C'est une grandeur physique, comme la masse ou la charge. Et elle est limitée. Cela aussi rappelle les contraintes d'une simulation, qui ne peut allouer qu'une mémoire finie à chaque pixel d'espace. Quatrième indice. Le rôle central de l'information dans la physique fondamentale. John Archibald Wheeler, physicien américain immense, a résumé sa vision en une formule devenue célèbre, It from bit. La chose vient du bit. L'information précède la matière. Si cette intuition est juste, alors la nature, à sa racine, est computationnelle. Aucun de ces indices ne prouve que nous sommes dans une simulation. Tous, pris ensemble, suggèrent quelque chose de plus modeste. La nature, à son niveau le plus fondamental, ressemble étrangement à un système de traitement de l'information. La distinction entre univers physique et univers calculé devient floue. Peut-être que l'univers n'est pas littéralement une simulation. Peut-être qu'être physique, à un niveau assez profond, c'est déjà être quelque chose comme une computation. Si nous sommes dans une simulation, peut-on le détecter? La question, qui paraît absurde, a fait l'objet d'articles scientifiques sérieux. En 2012, l'astrophysicien Silas Bean, alors à l'université de Bonn, publie avec 2 collègues un article dans la revue The European Physical Journal A, sous un titre direct, Constraint the Universe à Numerical Simulation. Contrainte sur l'univers comme simulation numérique. L'idée est ingénieuse. Si nous étions dans une simulation, et que cette simulation utilisait un type d'algorithme particulier, la chromodynamique sur réseau,
qui est la méthode dont disposent aujourd'hui les physiciens humains pour simuler les interactions fortes, alors la grille de calcul laisserait des traces. En particulier, le spectre des rayons cosmiques de très haute énergie devrait montrer une coupure caractéristique, due au fait que les particules rapides ne pourraient pas voyager avec une direction quelconque, mais seulement le long des axes de la grille. Bean et ses collègues calculent cette coupure et concluent qu'elle pourrait être apportée des futurs détecteurs. Pour l'instant, aucune anomalie de ce type n'a été observée. Les rayons cosmiques semblent voyager dans toutes les directions sans préférence pour des axes privilégiés. Donc, si nous sommes dans une simulation, ce n'est pas du genre que nous saurions construire avec nos méthodes actuelles. Ce qui ne prouve rien, peut-être que les simulateurs utilisent des algorithmes que nous ignorons. Mais cela montre qu'au moins une certaine version de l'hypothèse de la simulation a été testée et n'a pas trouvé d'écho. D'autres tests ont été proposés. Recherche d'anomalies dans la constante de structure fine. Recherche d'irrégularités dans le fond diffus cosmologique. Recherche de motifs récurrents dans les séquences quantiques. Aucun a donné de résultats positifs clairs. Cela ne réfute pas l'hypothèse, elle est, par construction, difficilement réfutable, puisqu'un simulateur assez intelligent pourrait masquer ces traces. Mais quelque chose est intéressant dans cet effort. Pour la première fois, une hypothèse philosophique, l'hypothèse de la simulation, fait l'objet de tentatives expérimentales. Elle est passée de la pure spéculation à un objet de recherche. Pas mainstream, certes. Pas financée par les agences scientifiques principales. Mais publiée dans des revues à comité de lecture, débattue dans les conférences, prise au sérieux par des chercheurs reconnus. Cela ne dit rien, en soi, sur la vérité de l'hypothèse. Cela dit quelque chose sur l'évolution de la science contemporaine. Les frontières entre philosophie et physique se sont déplacées. Des questions qu'on aurait jugées absurdes il y a un siècle sont devenues, sinon centrales, du moins envisageables. Que change-t-il, vraiment, si nous sommes dans une simulation? David Chalmers, philosophe australien, longtemps professeur à l'Université de New York, publie en 2022 un livre intitulé Reality Plus. Le titre est un jeu de mots. La réalité, dit Chalmers, n'est pas remplacée si nous sommes dans une simulation. Elle est, peut-être, simplement, plus large que nous ne pensions. Si tout ce que nous percevons comme réel est en fait calculé par un substrat extérieur, cela ne fait pas de notre monde une illusion. Cela fait de notre monde une couche dans un édifice plus vaste. Les pierres restent dures. Les amis restent vivants. La douleur reste de la douleur. Le sens des mots, des actes, des relations, n'est pas érodé par le fait que tout cela soit, à un niveau plus profond, un calcul exécuté dans un autre univers. Chalmers défend ce qu'il appelle la thèse de la simulation comme nouveau réalisme. Selon lui, la position raisonnable n'est pas de dire « si nous sommes dans une simulation, alors rien n'est réel ». C'est de dire « si nous sommes dans une simulation, alors nous devons élargir notre concept du réel ». Le réel, à son niveau le plus fondamental, n'est peut-être pas la matière, ni l'énergie, ni l'espace-temps. Il est peut-être l'information, ou la structure mathématique, ou autre chose encore. Et notre univers physique est, en tout cas, ce qui s'exécute à notre niveau, peu importe le substrat. Cette position est apaisante d'une certaine manière. Elle dit que la question n'est pas existentielle. Que tu sois dans une simulation ou non ne change rien à ta journée, à ce que tu aimes, à ce que tu fais, à qui tu es. Tu auras toujours faim ce soir. Tu seras toujours touché par cette voix dans tes oreilles. Le monde qui te traverse, dans son grain, dans sa profondeur, dans sa beauté, restera ce qu'il est. Et pourtant, l'hypothèse de la simulation laisse une trace. Pas une trace pratique. Une trace philosophique. Elle nous rappelle que la question de la nature ultime du réel n'est pas réglée. Que les certitudes que nous avons sur ce qui existe, et comment, héritées des philosophies du XVIIe siècle, ne sont peut-être pas les dernières. Que dans un siècle, dans 10 siècles, ce que nous appelons aujourd'hui réalité matérielle pourrait paraître aussi naïf que les cosmologies pré-scientifiques nous paraissent aujourd'hui. La caverne de Platon. Le démon de Descartes. Le cerveau dans la cuve de Putnam. Le trilemme de Bostrom. Le multivers mathématique de Tegmark.
Ce ne sont pas des fantasmes. Ce sont les étapes d'une question persistante, qui prend chaque siècle une forme nouvelle, en fonction des outils intellectuels disponibles. La question est toujours la même. Qu'est-ce qui rend le réel réel? Et il se peut que, dans le temps qu'il faut pour que ces mots traversent l'air vers tes oreilles, ou les nerfs qui simulent l'air vers ce que tu prends pour ton oreille, la réponse n'ait pas changé. Il se peut qu'il faille encore 20 siècles pour qu'on s'en approche. Mais ce qui est certain, ce qui, comme chez Descartes, résiste à tout doute, c'est qu'à cet instant précis, quelque chose, quelque part, en train d'écouter, perçoit. Quelque chose pose la question. Quelque chose se demande. Et cette question, elle, est réelle. Quoi qu'il en soit du reste.